Tout est beau? Oui, c'est quand ça marche. On peut y Parfait. aller. Donc, merci beaucoup, Marie-Christelle. Bonjour à tous. C'est ça, David Roy. Je suis médecin psychiatre au Faubourg Saint-Jean à Québec. Aujourd'hui, on va parler d'autisme et on va aussi parler du trouble de la personnalité en essayant de déterminer des choses qui rassemblent ces deux diagnostics-là, puis des choses qui différencient les deux diagnostics pour vous aider à naviguer à travers ça en clinique. J'ai aucun conflit d'intérêt à divulguer. Aujourd'hui, nos objectifs, principalement, à la fin de la présentation, ce que j'aimerais que vous puissiez faire, c'est expliquer certaines différences et certaines similitudes dans les deux différents construits, celui du trouble du spectre de l'autisme, TSA, et celui des troubles de la personnalité, TP. J'aimerais ça aussi que vous soyez en mesure de nommer certains ajustements pour l'évaluation, pour faciliter la clarification diagnostique et aussi ensuite de nommer des ajustements pour le traitement en focalisant davantage sur un aspect de la problématique qui est la dysrégulation émotionnelle chez quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme et qui peut aussi avoir un trouble de la personnalité. Donc, pour vous mettre en contexte, l'autisme ou ce qu'on appelle le trouble du spectre de l'autisme, depuis 2013, le DSM-5 a introduit une approche davantage dimensionnelle. On ne parle plus de tu l'as ou tu ne l'as pas, on parle d'un spectre avec des zones grises. Aussi, il a rajouté des spécificateurs quand on pose le diagnostic. Est-ce qu'il y a une atteinte au niveau des compétences intellectuelles? Est-ce qu'il y a une atteinte au niveau des compétences de langage réceptif ou expressif? Et quels sont les enjeux d'adaptation? Et puis, on peut classer ça par la suite en termes d'atteinte, niveau 1 étant plus léger, niveau 3 étant une atteinte fonctionnelle adaptative plus sévère. Le fait qu'on a introduit une approche dimensionnelle, ça a énormément augmenté l'hétérogénéité du diagnostic. On partait d'un prototype bien défini, et puis là, c'est comme si on l'étirait. En anglais, on appelle ça le concept creep ou la dérive sémantique, c'est-à-dire qu'on étire les diagnostics jusqu'à ce qu'ils perdent la saveur finalement qui les distinguait des autres affaires. On remarque depuis qu'on a fait cet étirement au niveau diagnostic que les gens qui se font plus diagnostiquer, les gens qui se sont vraiment rajoutés dans les prévalences, mais souvent, c'est des gens qui présentent des conditions complexes, atypiques, qui sont aux frontières du diagnostic, puis ça représente la majorité de ces individus-là. Fait qu'avant des cas, peut-être qu'ils auraient dit, c'est pas ce diagnostic-là, mais on a une problématique quand même complexe. Maintenant, sont inclus à l'intérieur de ce diagnostic-là, puisque la frontière entre le diagnostic et le pas de diagnostic est plus floue. Ça entraîne une superposition avec d'autres diagnostics qui peuvent se rapprocher sur certaines caractéristiques, comme par exemple le trouble de la personnalité. On constate qu'il y a plusieurs similitudes. D'ailleurs, avant l'arrivée du DSM-5 en 2013, on avait un système multiaxial. Et le trouble de la personnalité, comme le trouble du spectre de l'autisme, ou à l'époque on appelait ça le trouble envahissant du développement, étaient tous les deux sur l'axe 2, c'était pas sur l'axe 1. Donc, distinguer les caractéristiques de ces conditions qui peuvent arriver en même temps, ça représente vraiment un défi de taille pour les cliniciens, mais aussi pour les patients et pour les familles. Je vais en rajouter un petit peu. Il y a beaucoup de couches de complexité qui viennent s'ajouter à tout l'enjeu dont on parle aujourd'hui. Puis, je fais d'habitude cette présentation-là sur 1 heure, donc c'est un bon défi de le faire en 20 minutes, mais à la limite, vous pouvez toujours m'inviter puis je puisse vous la faire au complet, là. On ne passera pas malheureusement à travers toutes ces couches de complexité-là, mais je vais vous en parler. D'abord, le genre. On entend beaucoup de parler de l'autisme au féminin. Fait qu'on est en train finalement de créer un autre prototype. Est-ce que c'est encore de l'autisme? Est-ce que c'est quelque chose de différent? C'est un sujet de controverse dans le monde scientifique actuellement, avec toute la polarisation qui peut arriver, les groupes, les lobbies qui disent oui, c'est une affaire, d'autres qui disent non. Fait que, sachez que c'est très volatile actuellement. Aussi, toujours dans l'autisme au féminin, on parle de davantage de camouflage. Donc, que ces gens-là peuvent paraître hauts fonctionnels, bien fonctionner, surtout au niveau social, alors qu'en dessous, le petit canard, il pédale constamment, puis qu'à un moment donné, il s'épuise et que ça entraîne des symptômes dépressifs ou anxieux. Alors, on voit quelqu'un qui, en surface, paraît bien, mais qui finalement ne comprend pas les codes sociaux, puis a les caractéristiques du trouble du spectre de l'autisme. Donc, le camouflage, c'est quelque chose de nouveau depuis les 2 dernières années, de dire c'est pas, fiez-vous pas nécessairement à ce que vous voyez dans votre bureau ici maintenant. Ça se peut que ça soit un peu plus problématique en dehors de votre bureau. Donc, il faut garder
faut toujours garder cette idée-là en tête. L'âge de la personne aussi. Avec l'ouverture du diagnostic, ben, on voit du monde de 50 ans qui se présente en clinique, qui ont toujours eu des petites problématiques, des fois qui ont été qui ont eu des grosses problématiques, et puis que là, ils nous arrivent, ah, je pense que j'ai de l'autisme. OK, là, vous avez eu d'autres diagnostics tout au courant de votre vie, puis là, il faudrait revoir tout ça à travers la lunette de l'autisme maintenant. Ça amène des complications au niveau diagnostic. Au niveau, on en parlait tantôt, il y a des spécificateurs déficit intellectuel ou langagier. Généralement, quand on voit des gens qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme de niveau 3, non-verbaux, qui ont des atteintes intellectuelles, c'est assez facile de poser le diagnostic. Mais là, quand on voit quelqu'un qui n'a pas de déficit intellectuel ou langagier, qui a certaines compétences encore au niveau de l'adaptation, est où la ligne à tracer? Le contexte d'évaluation, ce n'est pas la même chose quand on est à l'hospice que quand on est à l'urgence ou en clinique externe ou dans un organisme communautaire. On a différentes perspectives, différents enjeux aussi. À l'urgence, on veut prendre une décision rapide. À l'hospitalisation, on est dans un contexte de crise souvent. Fait qu'il faut tenir compte d'où est-ce qu'on est quand on se pose la question sur le diagnostic. Il y a beaucoup de gens qui vivent des enjeux d'attachement et traumatisme. Et l'autisme n'immunise pas, ne protège pas contre ces enjeux-là. Donc, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme a aussi des enjeux traumatiques d'attachement? Est-ce qu'on tombe dans le diagnostic de trouble de la personnalité limite? Est-ce que quelqu'un qui a un TSA peut avoir de ces enjeux-là sans avoir un trouble de personnalité limite? C'est des questions qui se posent. Capacité à avoir avoir accès à une histoire développementale. Donc, on en parlait tantôt, que ce soit quelqu'un de 50 ans qui nous arrive. Nous, ce qu'on veut savoir, est-ce que cette personne-là est née avec ces problématiques-là? Est-ce que c'est apparu à 25 ans dans le construit du trouble du spectre de l'autisme? C'est supposé être là depuis la naissance. Donc, une histoire développementale, vous allez voir un de mes messages clés, c'est essentiel à la pose du diagnostic. Parce qu'il faut vraiment savoir si ces affaires-là étaient présentes, étaient innées, donc la personne est née avec. Et souvent, ça va faire barrière parce que, par exemple, on n'a pas accès aux parents ou aux proches qui étaient là quand la personne était jeune. Stigma, recherche identitaire. Ça, c'est peut-être davantage du côté du trouble de la personnalité. On le sait, le stigma est indubitable. Les études le démontrent, que ce soit au niveau des soins de santé mentale, au niveau des soins, des soins physiques, que ce soit au niveau de l'accès en général, au niveau de l'emploi. Il y a énormément de stigma. Et ça peut amener les patients qui souffrent d'un trouble de la personnalité à se dire, même inconsciemment, ben, je préférerais qu'on justifie ma problématique via le trouble du spectre de l'autisme. Puis ça se fait de façon inconsciente. Il y a beaucoup plus de désirabilité sociale aussi à avoir un trouble du spectre de l'autisme qu'à avoir un trouble de la personnalité. Puis, ben, on est aussi dans une vague, dans nos années, qu'on est dans une recherche identitaire. C'est décrit à travers la génération, par exemple, des millennials. Moi, je me définis par mon diagnostic. On le voit par les phénomènes TikTok aussi, où les gens essayent de s'identifier via un diagnostic qui je suis. Par la suite, les comorbidités, on peut avoir un trouble anxieux, on peut avoir un trouble dépressif, on peut avoir un TDAH, on peut avoir un trouble psychotique aussi qui s'ajoute à tout ça. Comment on arrive à décortiquer? L'autodiagnostic, les patients se présentent, nous disent, j'ai un trouble du spectre de l'autisme, allez-y, docteur. Puis nous, on est comme, attendez, là, je vais faire une démarche, puis on va vérifier ça. Puis ça peut entraîner des confrontations. Et puis finalement, parlant de confrontation, on est tous dans un mouvement de justice sociale, on veut faire valoir nos droits, on est aussi dans de la politique identitaire. Aux États-Unis, c'est beaucoup parlé, on veut s'identifier à un groupe, que ce soit au niveau de notre ethnie, au niveau de notre religion, au niveau de notre diagnostic aussi. On est dans une culture de diagnostic qui est de plus en plus décrite, où les gens veulent avoir un diagnostic pour avoir une prise en charge, parce que c'est ce qui donne la clé à l'accès à certains soins. Et il y a aussi tout l'aspect d'expérience vécue qu'on est en train d'inclure davantage et pour le mieux, mais il y a aussi des écueils qui se présentent quand on inclut les gens avec des expériences vécues. Ils n'ont pas nécessairement l'expertise théorique qui peut aider dans la progression, dans le rétablissement. Il y a tout ce qu'on appelle la neuroatypie, qui est très large comme définition, puis on en parlait plus tôt, mais la désirabilité sociale, c'est mieux d'avoir une dépression, un trouble anxieux que d'avoir un trouble de personnalité limite, par exemple, aux yeux de la société. Le trouble de la personnalité, de son côté, c'est 10 catégories qui sont regroupées sur 3 groupes, les clusters A, B, C, et on est encore dans un modèle catégoriel, c'est-à-dire que ça prend tant de traits de personnalité pathologique pour avoir le diagnostic. En dessous de ce nombre-là, on va parler de traits de la personnalité.
Et ce modèle catégoriel-là est beaucoup critiqué parce que, vous voyez, il y a 10 catégories, ça couvre un large spectre de problématiques et souvent, il y a de la superposition. C'est quoi qui distingue un trouble de personnalité limite de narcissique, d'obsessionnel compulsif, par exemple? C'est quoi qui distingue un trouble de la personnalité limite d'une dépression réfractaire? Ensuite, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Fait que quand on fait le calcul, il y a 256 façons d'avoir un trouble de la personnalité limite. Fait que quelqu'un qui a ce diagnostic-là, puis regarde par la suite un autre patient, une autre patiente, pourrait ne pas s'identifier parce que c'est une problématique complètement différente. Et c'est aussi difficile pour les médecins à utiliser. Souvent, il faut faire une histoire collatérale, une histoire longitudinale pour aller chercher tous les éléments qui décrivent des tendances, des patterns. Des fois, moi, comment je fais quand je questionne le trouble de personnalité, c'est est-ce que c'est une tendance qui est là depuis au moins 1 à 2 ans? Fait qu'il faut aller faire cet effort-là, d'aller chercher plus loin que qu'est-ce qu'on a dans notre clinique. Puis ça prend du temps dans un système qui est déjà surchargé. En réaction à ça, il y a un mouvement vers une approche qui est davantage dimensionnelle. Un peu comme le trouble du spectre de l'autisme, on arrive, est-ce qu'on est dans un spectre d'un trouble de la personnalité? Et c'est là qu'est apparu le modèle alternatif du DSM-5, dans le DSM-5 en 2013. Mais c'est un modèle qui était encore à l'étude. On n'était pas prêt encore à faire ce saut-là. De son côté, la classification internationale des maladies de l'Organisation mondiale de la santé a déjà fait le saut, dit on décrit plus le spectre des grands traits. Fait qu'on est dans cette mouvance-là actuellement. J'en ai parlé plus tôt, mais le stigma du trouble de personnalité est incontestable et peut amener certaines personnes à chercher un diagnostic alternatif dans le but de s'aider et d'aller chercher de l'aide davantage. Entrons dans les similarités maintenant. Le trouble du spectre de l'autisme et le trouble de la personnalité, c'est deux problématiques qu'on décrit comme égosyntones bien souvent. On a de la difficulté à voir à l'intérieur de comment on réagit avec l'environnement, avec nous-mêmes, c'est quoi la problématique. Souvent, on va venir avec une problématique extérieure, une dépression, un trouble anxieux, un conflit relationnel. Mais quand on se met à re-questionner les méthodes de gestion des pulsions, de gestion des relations, les gens, généralement, ne vont pas voir la problématique à ce niveau-là. Beaucoup d'éducation s'impose quand on pose le diagnostic. Dans les deux cas, ça va affecter plusieurs aspects de la vie, que ce soit la vision de soi-même, la gestion des émotions, la gestion des autres, le travail. Et ben, c'est un problème, ces deux problèmes sont amplifiés dans des contextes sociaux, en relation avec les autres. Il y a des tendances au comportement mésadapté qui se chronicisent avec le temps, au détriment de trouver des solutions qui sont plus adaptées. Il y a une souffrance qui est cliniquement significative et c'est des problèmes qui, si on les laisse aller, persistent. La co-occurrence, quand les deux problématiques surviennent en même temps, ben, les études jusqu'à présent démontrent que quand on a un trouble du spectre de l'autisme qui est posé comme diagnostic, chez 60 de cette patientèle-là, il va y avoir au moins un trouble de la personnalité co-occurrent qui va être diagnostiqué aussi. Quand on regarde, c'est quel trouble de la personnalité qui va être diagnostiqué davantage? Bien, c'est la personnalité obsessionnelle compulsive du groupe C. Pourquoi? Généralement à cause de davantage de rigidité. La personnalité obsessionnelle compulsive, ce qu'on sait, c'est davantage de rigidité, de perfectionnisme, un caractère rigide, plus têtu, tendance à sublimer ses besoins immédiats pour se déléguer à quelque chose d'autre. On peut retrouver ces patterns-là chez les gens qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme. De la même façon que il y a aussi une problématique parfois de phobie sociale, d'hypervigilance par rapport au regard des autres, ce qui peut expliquer la présence de personnalités évitantes, schizoïdes et schizotypiques et même paranoïdes jusqu'à un certain point. Étonnamment, la personnalité limite, la personnalité du groupe B se retrouve plus de 9 à 14 du diagnostic de trouble de la personnalité co-occurrent. Donc, grosso modo, quand on regarde les dernières études, là, on prend une population qui a un trouble du spectre de l'autisme et 4 vont avoir un trouble de la personnalité limite. Et quand on fait l'exercice contraire, on parle de quelqu'un qui a un trouble de la personnalité limite, jusqu'à 3 vont avoir un trouble du spectre de l'autisme co-occurrent. Donc, c'est quand même assez important à considérer. On va maintenant un peu plus dans la clinique, dans les trucs pratico-pratiques pour vous aider dans l'évaluation de ces problématiques-là. Il y a une étude vraiment intéressante qui a été publiée en 2022 par des experts à travers le monde qui se sont réunis, qui se sont posés des questions. Chez les jeunes femmes qui ont un niveau d'intelligence normal, un niveau langagier normal, comment on fait pour les évaluer? D'abord, regarder les facteurs d'évaluation complexes, ensuite la gestion de l'évaluation, voir c'est quoi les signes qui pointent plus vers l'autisme, et finalement, le différentiel, les hypothèses diagnostiques et les comorbidités aux problèmes co-occurrents à considérer. Je vous en fais un petit aperçu.
Pour l'évaluation, ce que le groupe d'experts internationaux nous recommandait d'abord, c'est à quoi s'attendre à une histoire complexe. On a des gens qui nous arrivent, qui ont eu beaucoup de problématiques, beaucoup d'histoires dans les soins. Fait qu'il faut s'attendre à ça. On ne va pas régler ça en 15 minutes. Il y a plusieurs diagnostics qui ont été posés. On parle parfois même d'errance diagnostique. Fait qu'on peut retrouver quelqu'un qui a 10 diagnostics psychiatriques différents. Et finalement, l'autodiagnostic préalable. C'est des gens qui, dans l'errance, ont cherché à trouver des réponses, à chercher une identité, puis à chercher un traitement pour s'aider. Fait qu'il nous arrive déjà avec parfois une hypothèse qui est autour du spectre de l'autisme ou carrément des fois avec c'est ça que j'ai, voyons, c'est évident. Fait qu'il ne faut pas le prendre comme traitant, comme clinicien. Il faut faire attention de ne pas tomber dans un mode défensif à ce moment-là. Il faut s'attendre à ça, le contenir et ensuite de s'assurer de faire la procédure adéquate, suffisante pour aider le patient dans sa démarche. Comment on gère l'évaluation? D'abord, les outils standardisés d'évaluation sont peu fiables. Tout ce qu'on parle d'auto-questionnaires, des questionnaires de dépistage, ça ne nous donne pas grandes informations. Ensuite, quand vous faites votre évaluation, prenez plusieurs sessions. Là, prenez votre temps, puis ensuite, essayez de provoquer des réactions qui sont spontanées. Puis d'une session à l'autre, vous allez voir le lien qui se construit avec la personne et vous allez voir s'il y a des changements d'une session à l'autre. Ça va être vraiment intéressant au niveau de votre évaluation. N'oubliez pas que dans le critère du trouble de spectre de l'autisme, il y a une difficulté de communication pragmatique. Les gens ne comprennent pas le langage non verbal. Si je lève les sourcils, si je fais un geste de la main, les gens pourraient ne pas comprendre dû à leur problématique. Donc, c'est des tests que vous faites quand vous faites ça, quand vous pointez, on va aller dans cette direction-là, quand vous faites une blague, un double sens. C'est toutes des choses que vous pouvez inférer dans votre évaluation pour tester, voir si la personne, comment elle va répondre. Si vous faites une blague, la personne ne sourit pas, répond pas, des fois, ça peut nous indiquer qu'il y a plus de difficultés à comprendre le langage non verbal ou à lire entre les lignes, ce qui est une caractéristique forte du trouble du spectre de l'autisme. Impliquer systématiquement un informateur extérieur et surtout quelqu'un qui a connu la personne durant son enfance. On parlait d'histoire longitudinale, bien, si on est capable d'aller chercher du développemental aussi, si on est capable d'aller chercher quelqu'un, en fait, c'est essentiel qu'on aille chercher quelqu'un qui a connu la personne durant son enfance. Cette personne-là va pouvoir nous dire depuis quand qu'il y avait des particularités, il y avait-tu des particularités au niveau du développement moteur, langagier, au niveau social, à l'école, qu'est-ce que les professeurs disaient? Amener les bulletins, par exemple, aller chercher le maximum d'informations, de perspectives pour vous aider dans votre élaboration diagnostique. Et aussi, il ne faut pas descendre des critères. Les patients nous arrivent, ils connaissent les critères par cœur, ils pourraient vous les nommer. Donc, c'est important d'aller chercher des exemples concrets. Quand vous me dites que vous avez de la difficulté à comprendre les autres, pouvez-vous me donner un exemple? Quand vous avez des sous-intérêts surinvestis, dans quoi les intérêts sont surinvestis? Allez chercher davantage de matériel concret pour essayer d'aller voir si le critère est valide. Quoi rechercher? Les intérêts approfondis, cycliques et égosymptômes, donc qui donnent du plaisir à la personne, puis qui reviennent constamment. C'est pas, à un moment donné, j'aimais les collections de roches, après ça a été les Legos, puis après ça, Donjons et Dragons. Non, c'est des choses souvent qui reviennent par la suite. Voyez si leurs intérêts surinvestis et leur voie de socialisation, surtout chez les femmes. Quand on parle de camouflage dans le trouble du spectre de l'autisme au féminin, on va dire que leurs intérêts surinvestis sont au niveau, par exemple, du maquillage, des relations interpersonnelles. Fait que ça peut venir brouiller notre évaluation. Fait que toujours garder ça en tête. Il y a un énorme investissement énergétique dans l'interaction sociale, si bien que la personne, par la suite, va être drainée au niveau de son niveau d'énergie. Quand on parle du trouble du spectre de l'autisme dans son construit, il y a une atteinte au niveau des fonctions exécutives. Donc, tout ce qui est organisation, intégration de la mémoire, de l'attention, concentration. Dites-vous que quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme, ça lui prend 5 à 10 fois plus d'énergie pour faire la même job que quelqu'un qui serait neurotypique. Donc, quand il est en relation interpersonnelle, ça draine la personne énormément, si bien que quand elle se retrouve seule par la suite, c'est épuisant et la personne est épuisée. Fait que voyez si c'est ça qui arrive dans les interactions sociales. Quand on rencontre une personne qui souffre de cette problématique-là, souvent, il va y avoir un décalage entre le niveau professionnel ou personnel qui serait attendu chez quelqu'un de son âge et la personne qui se retrouve devant nous. Quelqu'un qui n'a pas complété ses études, par exemple. Quelqu'un qui a de la misère, qui n'a pas d'insertion au niveau de l'emploi. Regardez qu'est-ce qui a été les obstacles à progresser à l'intérieur de son cheminement personnel et professionnel. Et vous allez voir des décalages. Dans les relations, souvent, il va y avoir des relations très proches auxquelles la personne s'accroche.
Mais les autres relations, à part de ça, il va en avoir peu, ou encore ça va être avec des pairs qui se comprennent, qui ont développé leur langage à eux. Il va y avoir une certaine naïveté sociale. On se souvient que les gens ont de la difficulté à lire entre les lignes. Fait que ils vont donner l'impression d'être plus jeunes que leur âge, bien souvent, dans leur compréhension de ce qui se passe dans la salle avec les autres. Et finalement, les personnes cherchent à se comprendre sans nécessairement qu'il y ait une fonction utilitaire à ça. Les gens ne veulent pas nécessairement aller chercher des gains secondaires, de l'argent supplémentaire, par exemple, ou des arrêts de travail. Il faut mettre ça de côté. La personne est dans une quête authentique de mieux se comprendre. Et aujourd'hui, en général, les diagnostics, que ce soit en santé mentale ou santé physique, aident à mieux comprendre qu'est-ce qui arrive dans la réalité. Une façon d'illustrer ça par certains chercheurs, ça a été de faire un diagramme comme ça pour voir les éléments qui se distinguent du trouble de personnalité limite et du trouble du spectre de l'autisme, mais les éléments autour duquel ils peuvent se retrouver. Donc, les similitudes, d'abord, c'est que quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme et quand on voit le TSA, quand on voit le TPL, les deux peuvent présenter des comportements qui sont autodestructeurs. Les deux vont présenter des dysrégulations émotionnelles, des pertes de contrôle, et on peut voir des atteintes de la communication verbale et non verbale et du fonctionnement social. Aussi, il va y avoir une atteinte de théorie de l'esprit. Théorie de l'esprit, c'est tout ce qui est associé à la mentalisation, d'être capable d'aller comprendre la subjectivité de quelqu'un d'autre. Donc, chez quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme, il y a cette difficulté-là qu'il n'est pas capable de comprendre les signaux non-verbaux, la communication pragmatique. Chez quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, ça va être davantage la peur de l'abandon qui va shut down la théorie de l'esprit, la capacité de mentalisation, bien souvent, puis qui va mettre la personne dans une situation d'urgence pour se rattacher à la relation. Les amitiés aussi sont superficielles, d'un côté parce qu'on ne les comprend pas nécessairement, parce qu'on n'est pas capable d'aller plus profondément. Ça, c'est pour le trouble du spectre de l'autisme. Mais pour le trouble de personnalité, c'est qu'on est plus en recherche de validation qu'en recherche de connexion. Ensuite, de chaque côté, il y a des particularités. Le trouble de la personnalité limite, on voit plus d'instabilité au niveau de l'image de soi, les montagnes russes émotionnelles, les buts dans la vie. Il y a des efforts importants pour éviter l'abandon, la dysrégulation émotionnelle davantage liée aux enjeux d'attachement, l'instabilité problématique dans les relations et le grand sentiment de vide chronique qui ressort de tout ça. Chez le trouble du spectre de l'autisme, des particularités, c'est les hypersensorialités. Donc, quelqu'un qui se fait couler de l'eau bouillante sur la peau, qui ne réagit pas, ou qui va dehors par temps froid, sans un manteau d'hiver, puis que ça ne lui dérange pas vraiment, par exemple. Il va avoir de la dysrégulation émotionnelle, mais davantage provoquée par des changements de routine. On parlait tantôt de la rigidité. Fait que, quelque chose se fait annuler et dysrégulation émotionnelle. Ou encore, quand la personne, au bout de sa journée, est plus en surcharge cognitive ou sensorielle, puis que là, ça doit exploser pour réguler. Il y a des comportements qui sont répétitifs et les intérêts qui sont restreints. Alors, comment on peut adapter nos approches pour les gens qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme, d'un trouble de la personnalité limite concomitant, ou encore qui ont un trouble du spectre de l'autisme avec une dysrégulation émotionnelle? On peut adapter une des approches en trouble de la personnalité limite, qui est la thérapie comportementale dialectique. Regardons ça ensemble. D'abord, qu'est-ce que c'est la dysrégulation émotionnelle? C'est un mot qu'on entend souvent dans nos milieux de soins. Mais d'abord, ça se divise en trois. C'est un manque de reconnaissance émotionnelle. On parle souvent d'alexithymie. L'alexithymie, on en parle souvent dans le trouble du spectre de l'autisme. Je l'entends moins du côté du trouble de la personnalité limite, mais les deux peuvent en présenter. Donc, je ne suis pas capable d'identifier c'est quoi mes émotions, d'en prendre conscience. Donc, ensuite, de trouver des mécanismes adaptés pour y faire face. Ensuite, bien justement, il manque de stratégies adaptées pour la régulation émotionnelle. Réévaluer. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je pense? Est-ce qu'il y a des preuves du contraire? Toutes les approches cognitivo-comportementales davantage. Ou encore, ben là, je suis surchargé, je suis dans le thermomètre, je suis au niveau rouge, c'est pas le temps de réfléchir, c'est le temps d'utiliser des techniques comportementales, la méditation, un isolement stratégique pour pouvoir me ramener dans une zone de mentalisation, de réflexion. Là, je peux utiliser mes outils comportementaux. Fait qu'il manque ces stratégies-là. Et finalement, bien souvent, au lieu d'utiliser des stratégies adaptées, ils vont utiliser des moyens qui sont inefficaces, comme la rumination. On repense à ça, on broue du noir. Chez la population qui a un trouble du spectre de l'autisme, 40 à 60 des gens vont avoir de la dysrégulation émotionnelle. C'est énorme. Ça augmente la suicidalité, l'automutilation, les consultations d'urgence, les hospitalisations et l'usage de psychotropes, que ce soit prescrit ou non prescrit. Fait que c'est énorme quand même, la dysrégulation émotionnelle.
De son côté, la TCD ou thérapie comportement dialectique, c'est l'approche psychosociale la plus solidement validée pour traiter le trouble de la personnalité limite. C'est là qu'il y a le plus d'études scientifiques. C'est une troisième vague de la thérapie cognitivo-comportementale qui a intégré des approches davantage de pleine conscience, de méditation, d'acceptation et aussi des approches davantage comportementales. Ça a d'abord été validé pour le trouble de personnalité limite, surtout pour faire face aux problématiques d'automutilation et des comportements suicidaires. Mais les études de plus en plus tendent à généraliser à d'autres problématiques comme le TDAH, la dépression chronique et le trouble de stress post-traumatique. Maintenant, la question, c'est quand on a quelqu'un qui a un trouble du spectre de l'autisme avec la dysrégulation émotionnelle, comment on peut adapter cette approche-là? Mais d'abord, si jamais vous voulez une bonne source gratuite en ligne, TCD Montréal peut vous enseigner davantage sur l'approche TCD, puis vous pouvez même la partager avec vos patients, les proches ou vos collègues. Donc, je vous y réfère. Ensuite, des suggestions qui ont été apportées pour les patients, pour les gens qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme pour favoriser l'acceptabilité de la TCD, c'est-à-dire que le patient poursuive, qu'il ne lâche pas en milieu de traitement. Mais d'abord, de s'adapter aux sensibilités sensorielles, avoir une pièce calme, justement, où on n'entend pas des bruits, qu'on n'est pas constamment dérangé, qu'il n'y ait pas trop de stimulation à l'intérieur de ça, de l'écho. Une luminosité qui est adaptée avec pas des néons, que c'est intense, que ça nous sollicite au niveau sensoriel, une lumière tamisée, et éviter les stimulations sensorielles ou les utiliser à bon escient. On peut parler de jeux sensoriels, par exemple, de dessiner. C'est toutes des stratégies pour faciliter l'acceptation puis le travail ensemble. Au niveau cognitif, documents remis qui sont simplifiés. On ne met pas des wall of text, on va plutôt mettre des images, des choses qui résonnent chez le patient. On va justement utiliser des images plutôt que des instructions orales pour enseigner les différentes techniques. Et au niveau de la gestion de l'anxiété, on va terminer la thérapie moins abruptement, se garder un 10-15 minutes à la fin pour une remise à niveau, pour des stratégies comportementales de relaxation. Et à la fin, on peut offrir des booster sessions pour venir consolider les acquis. Donc, à la fin de tout l'épisode de soins, d'offrir du maintenance ou encore quelques sessions pour venir vraiment consolider les acquis face aux nouveaux stresseurs auxquels les patients font face. D'autres manières d'adapter ça, c'est d'en faire quelque chose de ludique, de trouver que ce soit des jeux, d'aller chercher la motivation intrinsèque. Comme par exemple, ce patient-là, qui est également un chercheur aux États-Unis, nous a rapporté que de sa propre thérapie comportementale dialectique, alors que lui sort du trouble du spectre de l'autisme, de la dysrégulation émotionnelle, il disait, moi, j'avais pris des personnages qui résonnaient à l'intérieur de moi comme des Pokémon et je me donnais un système de points pour pouvoir arriver à résoudre les tâches. Peut-être même certains parents. Pardon? Oh. Je pense que c'est une erreur de micro ouvert. Super, OK. Donc, tu sais, certains parents ici, peut-être, vont pouvoir, ça va peut-être résonner chez eux, là, comment utiliser toutes des approches motivationnelles pour engager les gens et rendre ça ludique, là. Aussi, offrir de l'aide visuelle pour les concepts abstraits. Par exemple, un des concepts essentiels dans la TCD, c'est la différence entre l'esprit émotionnel et l'esprit rationnel qui, quand on les met ensemble, peuvent mener à la sagesse. Bien, ici, dans un avion qui vole, il faut que ça soit autant équilibré du côté droit et du côté gauche de l'aile si on veut aller dans la bonne direction. C'est un exemple que je vous sors comme ça, là. Il n'y a pas de copyright là-dessus. Et incorporer les intérêts surinvestis. On a des patients qui sont fascinés par les dinosaures, par Donjons Dragons, par les Pokémon. Bien, utilisez ces images-là, puis à la limite, quand vous conceptualisez les choses avec les patients, amenez-les à parler de ça, puis à utiliser cette balance émotionnelle-là pour y attacher le concept théorique que vous voulez apprendre à la personne pour mieux réguler ses émotions. Finalement, bien, l'autostimulation, ce qu'en anglais on appelle le stimming, c'est qu'il faut savoir bien l'utiliser. Des fois, les gens ont besoin de casques d'écoute pour annuler le bruit envahissant. Il y en a qui ont besoin d'objets sensoriels. Il y en a qui ont besoin de dessiner pendant qu'ils parlent pour mieux avoir de la concentration. Fait que comment on peut inclure ça, d'avoir une discussion carrément sur la forme de comment on peut inclure ces particularités-là à l'intérieur de notre travail ensemble pour mieux collaborer et faire des démonstrations et des apprentissages concrets.
Aussi, il y a toute une mouvance qui commence à apparaître d'utilisation du Good Psychiatric Management pour la problématique co-occurrente d'autisme et de troubles de la personnalité limite. Donc, on voit qu'on est vraiment dans l'air du temps actuellement. Ça se développe de ce côté-là parce que désormais, les cliniques spécialisées en troubles de personnalité vont accepter de plus en plus les gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme et c'est à eux de s'adapter, non aux patients. Comment on peut faire ça? Bien, le Good Psychiatric Management peut avoir quelques adaptations aussi pour faire ça. En conclusion, le trouble du spectre de l'autisme et les troubles de la personnalité partagent des similitudes et des distinctions. Dans la population qui a un trouble du spectre de l'autisme, il y a des traits pathologiques qui sont retrouvés généralement associés davantage au cluster C, la rigidité, au cluster A, la phobie sociale, et pour ce qui est du B, bien, c'est l'instabilité affective ou la dysrégulation affective qu'on vient juste de parler. La suicidalité, les traumas, l'automutilation peuvent être trouvés chez les gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme sans qu'il y ait nécessairement de trouble de la personnalité limite. Mais ça peut être aussi le cas qu'il y ait ce diagnostic co-occurrent-là. Prenez votre temps quand vous évaluez les choses. Induisez des situations sociales, du non-verbal, même à la limite de des situations étranges. C'est ce qu'ils font dans la DOS. Là, ils arrivent et ils parlent le ton plus levé, ils vont faire une blague, ils vont voir comment la personne dribble avec le ballon qu'on lui envoie. Essayez de stimuler la spontanéité. Questionnez ce qui sous-tend les comportements. Pourquoi vous êtes dysrégulé à ce moment-là? C'était-tu qu'il y avait un changement dans votre horaire? C'était-tu parce qu'il y avait eu un conflit avec quelqu'un? Vous allez mieux comprendre à ce moment-là qu'est-ce qui a généré les phénomènes. Une histoire développementale est essentielle avec un informateur qui a connu la personne en jeune âge et des approches, les adaptations d'approches qui existent déjà suffisent à aider les gens atteints à la fois d'un TSA ou d'un trouble de la personnalité du groupe B. Donc, il n'est pas nécessaire de refaire la roue. On peut juste amener quelques adaptations et déjà avoir un soin qui est suffisamment bon. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Roy. Présentation très intéressante qui suscite également de l'intérêt. Donc, il y a déjà